Hello les amis, j'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de vous retrouver pour mon point lecture du mois d'avril. Donc ce mois j'ai pas mal lu aussi, j'ai lu 9 livres et surtout ça, j'ai eu un coup de cœur et aucune déception. Donc c'est parti, je ne vous fais pas attendre plus longtemps et je vous présente tout ça. Ah oui, ne faites pas attention, j'ai remis mes t-shirts d'hiver parce que même je sais très bien qu'on est au printemps mais vu comme il fait froid, voilà, j'ai ressorti les t-shirts avec les logos hiver, je me suis dit bon bah voilà, j'avais envie, voilà, mais cherchez pas plus loin. Donc passons au livre. Du coup, je vais commencer avec mon coup de cœur. Il s'agit de Le Jardin des Maîtres de Roxane Bousquet aux éditions H-Lab. Je vous mets la couverture ici car c'était une lecture en numérique, donc c'est que, comme je vous dis, c'était un énorme coup de cœur et je lui ai mis donc la note de 10 sur 10. Ici, on suit Alma, qui est la fille légitime d'un roi, mais en plus, c'est le réceptacle d'un démon. Donc elle est maltraitée par son père, qui veut juste en fait qu'elle protège son royaume. Et en plus, toutes les nuits, elle se fait puiser son pouvoir pour pouvoir le transférer au garde et au magicien de son père. Voilà. Donc elle a vraiment une fonction, c'est qu'elle doit protéger sa famille et c'est tout. Et puis son père n'est pas très gentil avec elle comme tout le reste du royaume. Et un jour va arriver Andrea, qui est un magicien assez puissant, et il vient réclamer l'aide du père d'Alma car on va dire que le royaume se fait attaquer par des morts. Il pense qu'un sorcier nécromancien est derrière tout ça, et il aurait besoin d'aide. Donc il va y avoir un accord avec le père d'Alma, et en fait, au lieu de lui apporter son aide ou son armée, il lui donne Alma pour une durée déterminée. Voilà. Euh, et entre-temps, Andrea, quand il a aperçu Alma, il a craqué pour elle. Vraiment, il y a eu le coup de foudre. Donc voilà, on va maintenant suivre les aventures d'Alma et Andrea. Et il se pourrait bien aussi qu'une romance se cache là derrière. Donc pour moi, j'ai beaucoup aimé cette histoire. Donc on est clairement dans une romance ici. Et j'ai trouvé le récit captivant. Et l'univers fantasy très bien développé en fait, on en apprend petit à petit et on en apprend aussi sur l'origine de la magie, d'où cette magie est arrivée aux hommes, donc j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et les protagonistes sont vraiment très attachants et touchants, nos deux protagonistes sont Alma et Andrea, et tout comme nos personnages secondaires qui sont vraiment émouvants et franchement qui ne jugent pas Alma en fait, on va dire. Alma elle a eu l'habitude dans son monde que tout le monde la juge, ne l'apprécie pas, la rejette. Et quand elle arrive dans le royaume d'Andrea, c'est tout l'inverse en fait. Les gens vont peut-être lui poser des questions, mais c'est plus de la curiosité, ils n'ont pas peur d'elle, ils l'acceptent, ils sont très gentils avec elle et ils n'ont qu'un préjugé sur le fait qu'elles sont possédées par un démon. Donc vraiment j'ai trouvé ça vraiment très sympathique et avec tous ces personnages aussi on a eu des moments qui sont très conviviaux et comme c'est fait, ben, j'ai l'impression d'être à leur côté et de passer un super moment avec des amis, c'était vraiment agréable comme je vous dis. En plus, on a tout au long de l'intrigue, on a de bons rebondissements, et en plus d'une enquête et de missions qui vont être faites par Alma pour découvrir qui est ce mystérieux sorcier qui ensorcelle les morts. Car normalement c'est interdit, mais voilà, il va y avoir une enquête sur son identité, sur tout ça. Et bien entendu, tout cela va déboucher sur des batailles, mais c'est vraiment captivant, en tout cas j'ai beaucoup aimé l'histoire. Et entre-temps, bien entendu, on va suivre la relation entre Alma et Andrea qui va se développer. Et là, pareil, j'ai trouvé que la romance était bien faite parce qu'en fait, ça se fait petit à petit. Et Andrea, c'est pas le genre, voilà, t'arrives dans mon royaume, maintenant t'es à moi et tu fais ce que je te dis. Non, bien au contraire. Il, il est très doux avec Alma, très attentionné. Et il lui demande à chaque fois si elle est d'accord avant de passer à l'étape suivante. Et s'il pense qu'il est allé trop loin, ou bien s'il pense qu'il a fait quelque chose qui aurait pu lui déplaire, directement il va s'excuser, lui dire je m'excuse, je n'aurais pas dû aller aussi loin, c'est ma faute. Donc c'est vraiment quelqu'un de correct et c'est très agréable. Et un autre point que j'ai beaucoup aimé, c'est la relation entre Alma et Vivo. C'est l'incarnation de son démon, on va dire. Le démon, il peut apparaître à ses côtés sous la forme d'un loup. Et j'ai trouvé ce lien vraiment beau. Et on voit vraiment toute l'amitié qu'il y a eu entre ces deux personnages depuis qui sont liés, justement. Et Vivo, il a des répliques, des fois c'est sympa. On voit qu'il est un peu bourru, mais il est touchant, donc j'ai beaucoup aimé.
Et vraiment moi ça a été un coup de cœur. Donc en plus tout ce roman est fait avec une plume qui est vraiment fluide et quand même bien détaillée, parce qu'on nous explique l'univers, les différentes parties de l'univers, on voyage. C'est vraiment bien fait, en tout cas moi je me suis régalée. Et la dénouement final, alors il est vraiment prenant, j'ai envie de vous dire, je pourrais plus le lâcher. Quand j'y étais, je me disais mais qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce que ça va être la suite. Et on a une fin qui se fait vraiment très positive, qui est très belle, que j'ai appréciée. Mais comme ça se termine, il y a la possibilité qu'il y ait une suite. Et ça, je dis oui, car retourner dans cet univers avec ces personnages, je n'ai qu'une envie, c'est d'y aller, quoi. C'était tellement agréable, c'était de la positivité, même si des fois il y a des choses quand même, du combat, des enquêtes qui se passent. Voilà, c'était une fantaisie que je trouve qui a été très bien faite. Et en plus, je me suis régalée, je n'ai pas vu les pages passer, j'ai adoré les personnages, c'était vraiment sympa. Donc si vous aimez la romantasy et que vous avez envie de passer un moment agréable, je vous jure, allez-y, car elle vaut vraiment le coup. Et moi je me suis régalée. Et comme je vous dis, vu comme ça se termine, j'espère franchement qu'il y aura une suite et retrouver tous ces personnages, car il me manque déjà. J'ai également lu Les liens de sang, le tome 6, Rébellion de Laure Arbogast en auto-édition. Je mets la couverture ici car c'était une lecture en numérique. Ici je vous fais un bref résumé du tome 1. On suit Camille qui est une lycéenne comme les autres, qui est amoureuse de deux garçons. Sauf que par hasard elle va prendre l'existence des vampires et là sa vie va être totalement chamboulée. Et en plus de ça, eh bien, elle a son frère Dan qui ne veut plus lui parler depuis plusieurs années, qu'elle ne sait pas pourquoi. Donc Camille va se retrouver dans cette situation où elle va essayer d'en apprendre plus sur cet univers fantastique et essayer de recoller les morceaux avec son frère. Voilà donc pour le résumé. Ici c'est une lecture à laquelle j'ai mis 9 sur 10. Donc j'ai trouvé ce... Alors on est là sur le tome final déjà, j'ai envie de vous dire. Alors ce tome final je l'ai trouvé renversant. Et j'ai trouvé que la narration multiple, elle amenait beaucoup de dynamisme et permettait au lecteur de voyager entre les différents personnages, mais également différents lieux, parce qu'on a une partie de nos protagonistes qui est du côté plus New York et l'autre qui est du côté de Paris. Donc on suit ce qui se passe dans les deux villes, c'est intéressant. Et pour clôturer ces chapitres, l'autrice nous fait des petits cliffhangers, c'est-à-dire qu'on va quitter un personnage avec un mini cliffhanger à la fin du chapitre en se disant non mais moi je sors la suite, et on va retrouver un autre personnage, ça va faire la même chose et ainsi de suite. Et chaque fois qu'on retrouve l'autre personnage, on se dit ah, je vais enfin savoir ce qui se passait après ça, et ainsi de suite. Et c'est prenant, ça met du dynamisme, on a envie toujours de savoir la suite. Voilà, c'était vraiment une histoire que j'ai beaucoup aimée. Et dans ce tome, on constate aussi l'évolution de certains personnages comme tout au long de la saga. Et c'est vraiment agréable de voir comme certains personnages évoluent, dévoilent des facettes de leur personnalité. Tout ça, j'aime beaucoup en tout cas. Et on est toujours tout ça avec une plume fluide qui est captivante. J'ai envie de vous dire que dès que vous commencez, vous ne pouvez plus lâcher le livre. Alors dans ce tome, évidemment, on a beaucoup de rebondissements, des combats, mais également des unions qui vont se faire entre les différentes créatures fantastiques pour lutter pour leur cause. Et bien entendu, là comme on est sur un tome final, l'autrice nous apporte toutes les réponses à nos questions. Donc vraiment, il n'y a pas de choses qui sont laissées de côté. On a vraiment toutes les réponses qu'on voulait. Mais certains auront des fins plus heureuses que d'autres, j'ai envie de vous dire. Tout le monde n'aura pas son happy end vu le nombre de personnages qu'il y a. Je ne vous en dis pas plus. Voilà, je vous laisse le découvrir. Et c'est vrai que en fermant ce livre, j'avais un peu de nostalgique de quitter cet univers, car j'adorais ce monde. Les créatures fantastiques qu'on y retrouve, les personnages. Et c'est vrai que j'ai été un peu nostalgique et de me dire ben voilà, c'est fini. Mais je me console quand même en me disant que l'autrice a fait un petit tome à part, le 6.5 Union, où là on va suivre le mariage de deux de nos protagonistes. Et apparemment ce ne sera pas tout de tout repos, mais ce sera une petite lecture qui me permettra de retourner dans cet univers. Donc je suis heureuse. Voilà, donc pour moi ça a été une très bonne lecture. Et si vous aimez tout ce qui est fantasy, oui, non là plutôt du fantastique, de l'urban fantasy, voilà, tout simplement, et que vous avez envie de vivre des aventures et plein de rebondissements, car je vous dis ça y va tout au long des 6 tomes, eh bien je ne peux que vous recommander cette lecture et vous dire foncez, car moi en tout cas j'ai adoré, et il faudra que je la relise un de ces quatre. J'ai également lu Les Malheurs de Sophie, donc là c'est de la Comtesse de Ségur aux éditions Hervé Chopin, et moi j'ai l'édition illustrée par Fabienne Delacroix. Voilà, je vous montre le
livre. Donc ici, voilà, si vous connaissez pas Les Mœurs de Sophie, c'est un classique, il y a eu le dessin animé qui est sorti à l'époque. Et on suit en fait les bêtises d'une jeune fille qui se nomme Sophie, et disons que niveau bêtises, elle y va. Donc ici, c'est une lecture à laquelle j'ai mis 7 sur 10. Alors, déjà, j'ai trouvé cette version vraiment magnifique au niveau des illustrations. On plonge vraiment dans l'époque, c'est très sympathique. Et ça m'aura permis de découvrir un classique de mon enfance parce que moi, Les Malheurs de Sophie, eh bien, je les connaissais qu'à travers le dessin animé que je regardais à l'époque sur TJ, mais j'étais fan, il m'a fait pleurer hein, ce dessin animé. Mais j'adorais suivre les aventures de Sophie et voir ce qu'elle allait inventer d'autre. Donc voilà, ça aurait été l'occasion de le découvrir en format papier du coup. Et en plus, j'ai appris que ce livre, en fait, c'est un peu une histoire autobiographique, si on veut bien. Parce que c'est la comtesse de Ségur qui a inventé ces histoires pour les raconter à ses petites filles. Sauf que ces histoires, en fait, elle s'est inspirée des bêtises qu'elle avait fait dans son enfance. Voilà. Donc c'est un peu autobiographique, et c'est vrai que ça, je ne le savais pas du coup de tout, donc c'est très intéressant quand on le sait. Et bien sûr, comme je vous dis, Sophie, c'est la reine des bêtises. Alors franchement, niveau créativité pour les bêtises, où vraiment, elle y va. Donc chaque fois, on se dit, ouais, mais au bout d'un moment, tu vas pas le faire. Et bah si, Sophie, elle le fait. Et chaque fois, elle se dit, mais si je me fais prendre, c'est pas grave, j'aurai une solution. Mais chaque fois, elle se fait avoir. Donc voilà. Après, j'ai trouvé que le texte était quand même assez simple et compréhensible, même s'il utilise un vocabulaire de l'époque. Je pense que vous le liriez à un enfant d'un certain âge, il comprendrait, surtout là qu'en plus on a les illustrations pour montrer à côté, mais moi en tout cas ça ne m'a pas dérangé. Et franchement, Sophie, elle a un caractère, mais oui, assez, comment dire aussi, elle est assez colérique au départ, mais voire même méchante, et on voit son évolution au fil de ses aventures, parce que c'est un peu fait comme des petites histoires, j'ai envie de vous dire. Alors au fil des petites histoires, on voit l'évolution de Sophie, on voit comme quoi elle apprend quand même de ses erreurs. Et je dois juste vous mettre en regard, alors par contre, trigger warning au niveau de la maltraitance animale, parce que dans ce livre, n'empêche, il y a pas mal d'histoires où c'est que, on va dire, ça se passe pas bien pour les animaux, en tout cas les animaux n'ont pas une très bonne fin. Et Sophie, alors, disons que c'est une enfant de 4 ans, donc on va pas dire elle leur fait du mal, certes, mais elle s'en rend pas compte en fait. C'est juste elle a des idées, elle se dit ah bah sûrement je vais faire ça. Et une fois qu'elle l'a fait, elle se dit oh mais zut, j'ai fait du mal à cet animal. Vous voyez, elle se rend compte seulement après coup qu'elle a fait quelque chose qui n'était pas bien, et c'est trop tard. Donc voilà, mais si vous êtes sensible à ça, alors faites attention là quand même, au niveau des animaux, il se passe pas mal de choses, il y a pas mal d'animaux, pour eux ça se finit pas bien du tout. Et c'est vrai que moi j'étais étonnée, je me rappelais pas qu'il y avait autant d'animaux qui avaient une fin tragique dans ce livre, mais voilà, comme je vous dis, c'est Sophie. Euh, pour faire des bêtises, elle y va, et c'est après coup qu'elle réfléchit et qu'elle se dit ah mais zut, j'aurais pas dû faire ça, et une fois que c'est fait, bah, c'est trop tard, elle essaye de réparer ses bêtises, mais selon comment est l'animal, ben, on voit très bien qu'il y arrivait quelque chose en fait. Et aussi, ce qui a un peu fait baisser la note de ce livre en fait, c'est que j'ai trouvé que Sophie, alors comme je dis là, elle est censée avoir 4 ans. Donc dans ce livre, parce qu'il y a 3 tomes en tout dans les histoires de Sophie, ça c'est le premier tome. Donc là on est vraiment au tout début, quand elle est enfant, elle a 4 ans. Et ce tome va jusqu'au départ en Amérique. Pour ceux qui ont vu l'animé, pour que vous puissiez vous situer. Et moi j'ai trouvé que pour dire que Sophie elle est censée avoir 4 ans, mais elle parle comme un adulte en fait. Elle est très mature dans ses réflexions, mais par contre quand il s'agit de faire des bêtises, là on retrouve une enfant de 4 ans, ça pas de problème, mais c'est vrai que j'ai trouvé presque trop mature pour son âge, et c'est ça qui m'a fait enlever des points au livre. Mais sinon j'ai passé un agréable moment. Alors j'ai mis du temps à le lire parce que je voulais garder un peu le plaisir, le lire un peu comme un conte, j'ai envie de vous dire, je lisais une histoire par soir. Mais j'ai bien aimé, et puis ça m'a fait replonger en enfance tout simplement. Donc là, on était sur une lecture qui faisait un peu plus de 200 pages, et puis c'est écrit quand même assez grand, assez aéré. Voilà, que je vous montre. Voilà, vous voyez, c'est écrit quand même assez grand et assez aéré. Vous avez des illustrations. Et si je vous montre une grande illustration, voilà, vous voyez, des illustrations comme ça pour accompagner le texte. Et oui, moi alors franchement, ça a été une belle découverte, et je vais me procurer les 2 autres tomes pour pouvoir savoir ce qui va arriver par la suite à Sophie et à son cousin Paul.
J'ai également lu Astro NF, le tome 1 de Violaine Jeannot aux éditions Explora. Je vous mets la couverture ici car c'est une lecture en numérique. Et je remercie encore la maison d'édition pour l'envoi de ce service presse. Donc je vais vous parler du tome 1 et du tome 2 car je les ai lus les deux. Et je crois que je leur ai mis les deux la note de 9 sur 10 déjà. Donc pour en revenir au résumé, nous sommes en 2165. L'espèce humaine constate qu'elle devient de plus en plus stérile. Et cela pose des problèmes pour la pérennité de la planète. Et en plus notre planète est en train de dépérir. Donc la solution qui est trouvée, c'est qu'on va envoyer les derniers représentants de l'espèce humaine qui peuvent encore procréer dans l'espace à la recherche d'une planète qu'ils pourront coloniser. Et donc on sépare la population en deux catégories, les F, on leur tatoue en fait un F dans la main qui signifie fertile, et les N, donc les non fertiles, pour représenter ceux qui ne peuvent plus procréer, voilà. Donc au moment de l'embarquement, bien entendu, les F sont prioritaires, il faut qu'ils partent pour pouvoir coloniser une nouvelle planète. Mais on a aussi besoin des N pour qu'ils se sacrifient ou pour qu'ils fassent le sale travail, pour que justement que les F, pendant ce temps, ils puissent procréer. Voilà. Donc au niveau du résumé, puis là, on va suivre Daphné, qui est une N, qui vit avec sa famille, tout le monde, ce sont des F dans sa famille. Et on va suivre son quotidien et découvrir ce qui va se passer à bord du vaisseau dans lequel elle a embarqué. Donc déjà j'ai trouvé que c'était... Donc je remercie tout d'abord, je sais plus si je l'ai dit, à la maison d'édition pour ce service presse, mais au pire j'aurais dit 2 fois. Et j'ai trouvé ce récit prenant. Le fait d'allier en fait le thème de la fertilité avec la science-fiction, j'ai trouvé ça vraiment que c'était une bonne idée et que c'était vraiment sympa. Et ça m'a vraiment embarqué direct en fait. On est dans ce vaisseau, on nous parle voilà, de ces problèmes, ce que sont les N, ce que sont les F. Et ça m'a beaucoup plu en fait, comme c'est représenté, j'ai direct été prise dedans. Et en plus de ça, on suit un personnage qui a un caractère bien défini et qu'on va dire qui mâche pas ses mots, qui a des fois qui peut se mettre facilement en colère, des choses comme ça, et ça m'a beaucoup plu. Et en plus de ça, on a une intrigue haletante. Alors déjà on suit son quotidien, on voit ce qu'elle vit, Daphné, mais on la suit également quand il y a des missions, par exemple quand elle va devoir aller sur d'autres planètes pour voir si cette planète est habitable ou bien pour certaines missions. Donc là aussi on a quand même un peu d'aventure, tout ça, ça m'a beaucoup plu. Et au fil de tout ça en fait, Daphné elle va rencontrer Alexander, qui est un F qui lui, il comprend pas pourquoi c'est tout le temps les N qui doivent faire ces choses-là. Lui, il a aussi envie d'aller sur ces planètes, de remplir des missions. Et justement, sa rencontre avec Daphné, ça va tout remettre en cause sur l'équité entre les F et les N. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Et petit à petit, il va aussi se passer certaines choses entre Daphné et Alexander. Mais voilà, moi en tout cas j'ai beaucoup aimé tout ça comme c'était fait. On a des rebondissements, de l'émotion dans ce livre aussi, ça m'a beaucoup plu. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'à la fin de chaque chapitre, on a un saut entre le passé et le présent. C'est-à-dire que voilà, tout le chapitre se déroule à l'heure actuelle dans le vaisseau, et à la fin du chapitre, on a un petit saut dans le passé qui nous permet de redécouvrir en fait ce qui arrivait à Daphné pendant qu'elle était sur Terre, comment était la situation sur Terre, et qu'est-ce qui a fait qu'elle a embarqué sur le vaisseau. Donc petit à petit on découvre son histoire en parallèle, un peu en décalé, mais c'est très intéressant tout ce qu'on y découvre, et j'ai trouvé que c'était bien fait, tout simplement, ça m'a plu. Et on a également un dénouement final qui est captivant. J'ai failli verser ma petite larme, mais ça n'a pas été le cas, mais j'étais pas loin. Et cette fin, en fait, on a juste envie de se jeter sur la suite pour savoir ce qui va s'y passer, car c'est prenant. Et oui, et en plus on a une plume qui est fluide pour nous décrire tout ça avec beaucoup de descriptions, et ça m'a beaucoup plu. Après attention au niveau des trigger warnings, ici on est sur il y a des scènes avec de la violence non sexuelle, hein, c'est juste des scènes de violence, mais on parle aussi de stérilité, vous l'aurez compris. Et je crois que c'est tout, j'ai un doute. Et ah oui, ici on a aussi le thème de l'alcoolisme, donc si vous êtes sensible à ça, renseignez-vous avant de commencer cette lecture. Mais les trigger warnings, j'ai trouvé que c'est bien fait, ils sont vraiment précisés au début du livre, donc vous ne pouvez pas les rater et vous savez dans quoi vous embarquez. Donc pour moi c'est une lecture qui l'a vraiment faite, et
Et du coup j'ai passé un très bon moment avec le tome 1 et du coup je vais droit enchaîner avec le tome 2, donc voilà, je ne vous fais pas de résumé pour ne pas vous spoiler, mais le tome 2, sachez que j'ai aussi mis la note de 9 sur 10. Ici on est sur une suite qui est captivante où c'est qu'on découvre de nouvelles planètes. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que dans le tome 1 on était beaucoup sur le vaisseau, là ce sera l'inverse, on sera beaucoup plus sur Terre, sur cette nouvelle planète. Et on va la découvrir, ainsi que ce qui fait ses spécificités à cette planète, donc ça je trouve très intéressant. Et la manière dont les humains vont s'installer entre guillemets, voilà, afin et voir en fait est-ce qu'on reproduit les mêmes erreurs que sur Terre ou pas. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé aussi ce tome 2, je trouve quand même, je dirais peut-être presque plus que le premier, pour ce qui s'y passe. Et pareil, on retrouve aussi Daphné avec ses sautes d'humeur que j'adore parce que, comme je vous dis, c'est un personnage qui se laisse pas faire, qui a pour but de vouloir rétablir l'équité entre les différents habitants du vaisseau, et qui aimerait que les N et les F soient justement à égalité, qu'on arrête d'envoyer les F pour les sales besognes. Voilà, donc ça m'a aussi plu. Et pareil, là aussi on a de bons rebondissements, il y a de l'aventure, des missions, tout ça, j'ai adoré franchement. C'est qu'on va en apprendre plus sur cette nouvelle planète, et surtout ce que j'ai adoré dans ce récit, c'est les habitants qu'on va découvrir sur cette planète. Et je trouvais que c'était génial la manière dont ils étaient faits. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse le découvrir, mais moi ça m'a plu, vraiment. Et pareil, là on est toujours avec une plume fluide et le dénouement final, il est juste haletant et vraiment très positif. Et dans ce tome, alors, on a aussi des trigger warnings. Ici, on a surtout le trigger warning de la violence non sexuelle. Voilà, juste pour vous prévenir, mais pareil, c'est très bien expliqué, pareil comme pour le premier tome. Tout est dit dès la première page du livre, en fait, vous les voyez, vous savez à quoi vous en tenir, mais voilà, pour moi, c'est deux lectures qui l'ont fait, c'est une duologie. Donc, j'ai adoré suivre les aventures de Daphné, découvrir ce qui va lui arriver, l'évolution, en fait, du vaisseau, en fait, et des habitants. Et j'ai passé un agréable moment de lecture et je me suis régalée tout simplement. J'avais mis à chaque fois 9 sur 10 parce que j'ai passé un bon moment de lecture, j'ai rien à reprocher à cette lecture, moi tout m'a convenu. C'est juste que j'ai pas atteint le stade du coup de cœur, même si je dois dire que pour le tome 2, je pense qu'on en était vraiment pas loin, mais j'ai adoré cette lecture. Et si vous aimez tout ce qui est science-fiction, et là aussi on y intègre un thème un peu d'actualité, avec de l'aventure, des rebondissements, tout ça, je ne peux que vous conseiller cette lecture, vous verrez, vous allez vous régaler. J'ai également lu Belladonna, le tome 1 d'Adaline Grace, aux éditions de Saxus, que je mets ici, que j'ai lu en numérique. Ici on suit Signia, ses parents sont morts quand elle était petite, donc elle est passée de famille d'accueil en famille d'accueil, et chaque fois, les personnes qui s'occupaient d'elle sont décédées, et au bout d'un moment, elle a acquis la réputation qu'en fait que ceux qui la prendront en charge vont mourir. Donc plus personne n'en veut, donc elle finit chez une tante qui la maltraite. Et celle-ci va également mourir du coup, et elle va se retrouver dans une famille qui est assez bourgeoise, qui va la recueillir. Mais cette famille a vécu des drames elle aussi. Il y a peu de temps, l'épouse est décédée, et là la fille est très malade et il se pourrait qu'elle décède bientôt. Donc Signia va essayer de les aider, et encore plus quand le fantôme de l'épouse revient pour leur annoncer pour annoncer à Signia plutôt qu'elle n'est pas morte de mort naturelle, qu'elle a été tuée, et que quelqu'un cherche à s'en prendre à sa famille. Donc là, Signia elle décide vraiment de mener l'enquête et de ne pas laisser faire la personne qui est derrière tout ça. Et en plus, Signia a une particularité, c'est que depuis qu'elle est toute petite, quand des gens meurent, elle peut voir l'ange de la mort. C'est une espèce de faucheuse qui vient chercher les âmes. Et du coup, elle le voit depuis qu'elle est toute petite. Et voilà, du coup, on va suivre Signia à travers son enquête et voir ce qui se déroule avec l'ange de la mort. Donc ici, c'est une lecture à laquelle j'ai mis 7 sur 10. Déjà, j'ai beaucoup aimé l'univers, avec un côté historique, mais aussi un peu gothique, je dirais. Moi, je voyais ça un peu comme un univers à la Bridgerton, j'ai envie de vous dire, mais beaucoup plus sombre. Donc ce côté-là, ça m'a beaucoup plu, ça change, j'ai envie de vous dire. Et le personnage de Signia, il est attachant dès le départ, on découvre ses particularités et comment elle a vécu, tout ce qui s'est passé, et tout de suite, aussi assez vite, on rencontre l'ange de la mort, et
Et pour elle, en fait, chaque fois qu'elle voit l'ange de la mort, elle se dit qu'il y a un malheur qui va arriver, elle se dit mais c'est bon, il y a de nouveau un malheur qui va arriver, je vais me retrouver je sais pas où. Et elle angoisse en fait. Et quand elle arrive dans cette nouvelle famille, elle se dit cette fois non mais je veux rester là, surtout que là elle est dans une famille bourgeoise, donc comme j'ai dit, on la forme justement pour qu'elle puisse faire son entrée en société, et c'est tout ce que Signa elle veut pouvoir rencontrer des gens, elle veut pouvoir se marier par la suite, donc là elle se dit cette fois faut pas que l'ange de la mort il vienne s'en mêler. Donc vraiment j'ai beaucoup aimé tout ça, et quand elle découvre que justement l'épouse de la famille est décédée mais que c'est dû à... ce n'est pas dû à une cause naturelle, là elle va commencer à amener le mystère, elle va se chercher des alliés pour essayer de l'aider, mais c'est aussi dur de déterminer à qui elle peut se fier et à qui il ne faut pas se fier, donc ça j'ai beaucoup aimé. Et je trouvais que oui, Signa, comme je vous dis, elle est attachante parce qu'on voit tous les malheurs qui arrivent et on se dit il faut pas que cette fois ça se passe comme ça parce que ce serait triste pour elle quoi, surtout que c'est pas de sa faute. Et dans ce tome, j'ai trouvé qu'il y a des grosses révélations qui sont faites mais que je n'avais pas vu venir, hein, je vous le dis franchement. J'ai cherché tout au long du livre Le Meurtrier, j'ai eu des hypothèses, je me suis dit je suis sûre que c'est lui ou que c'est elle. Bah non, le dénouement final est arrivé, je me suis retrouvée sur les fesses, tout simplement, j'ai pas vu venir certaines choses. Et oh là là, mais ces révélations, mais je vous dis, c'était incroyable. Franchement, c'était retentissant tout ça, hein. Tout simplement, je ne m'y attendais pas, j'ai pas vu les bonnes personnes, mais du coup j'ai eu la surprise, et quelle surprise! Après, c'est aussi le dénouement final, disons, qui donne la sauce, qui donne direct l'ambiance de ce qui va se passer dans le tome 2, car il se passe un élément, et on se dit, bah voilà, on a compris quelle sera l'enquête dans le tome 2, et pareil, j'ai hâte de me lancer dans le tome 2 pour retrouver Signa et le reste de sa nouvelle famille, et voir comment va se dérouler cette enquête cette fois. Après, j'ai bien aimé la relation qu'a Signa avec l'ange de la mort, parce que ça amène une touche de fantastique dans tout ça. Et petit à petit, l'ange de la mort lui dévoile aussi des parties de ce qu'est vraiment Signa. Donc c'est intéressant, j'ai trouvé. Et après, tout ce que j'ai reproché à cette lecture, c'est que... Alors, j'ai beaucoup aimé, j'ai envie de vous dire, l'enquête, tout ça, mais j'ai trouvé des longueurs, surtout au début. Alors, les premiers chapitres, ça va, on nous explique un peu son enfance à Signa, mais le temps qu'elle voyage pour arriver jusqu'à sa nouvelle demeure, là j'ai trouvé des longueurs, je pense qu'on aurait pu raccourcir, et une fois qu'elle arrive là-bas, et qu'elle comprend ce qui est arrivé à l'épouse, là ça s'enchaîne vraiment, là, cette idée d'enquête, tout ça, là ça repart. Mais sinon j'ai quand même trouvé quelques longueurs au début, c'est pour ça que j'ai enlevé quelques points. Et aussi, alors, je sais pas si c'est un problème au niveau de la plume de l'autrice ou de la traduction, mais des fois j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de répétitions du même mot. Par exemple, au niveau de manger, je vais donner juste un exemple tout bête, hein, mais j'avais l'impression que Signa, le seul truc qu'elle a mangé pendant ce roman, c'est des scones. Et elle se nourrissait que de scones en fait. À chaque fois on nous parle de scones, de scones, de scones, de scones pendant les repas, et je me disais mais elle mange que ça? Il y a que ça à manger ou... Et puis d'autres mots, je sais plus, à certains endroits je disais, et tout d'un coup je me suis dit mais il n'est pas la ligne au-dessus ce mot-là, ou des choses comme ça. C'est pour ça, je ne sais pas si c'est un problème de traduction ou de la plume de l'autrice, mais voilà, j'ai trouvé pas mal de répétitions, c'est pour ça que j'en avais quelques petits points. Mais j'ai passé un excellent moment de lecture, alors franchement l'enquête, j'ai été prise dedans, et là j'ai juste envie de lire le tome 2, donc si vous aimez un peu tout ce qui est... découvrir un peu une ambiance à Bridgerton plus sombre, et que vous avez envie d'une enquête sur un meurtre, eh bien je vous recommande cette lecture, je pense que vous allez apprécier. Et moi, comme je vous dis, j'ai hâte de lire le tome 2 et de savoir comment va se dérouler l'enquête dans celui-ci. J'ai également lu une bande dessinée, il s'agit des Mondes Perdus, le tome 1, Le crâne de Lu Bantun, de Lemo et Ocha aux éditions Dupuis. Je vous mets la couverture ici et je remercie la maison d'édition pour l'envoi de ce service presse. Alors ici j'ai mis la note de 9 sur 10. Pour l'histoire, on va suivre Amy, qui est une jeune fille qui est passionnée de science et d'histoire, et qui rêve de partir à l'aventure avec son père qui est archéologue. Et cela va se faire car elle va partir au Honduras avec son père sur des fouilles mayas pour y découvrir certains trésors. Donc voilà pour le bref résumé. J'ai trouvé cette BD vraiment intéressante, et avec une protagoniste qui est pétillante et qui rêve tout simplement de suivre les traces de son père, donc j'ai trouvé que c'était touchant.
et ça m'a beaucoup plu. Après les illustrations sont vraiment très belles et réalistes et j'ai beaucoup aimé, c'est des planches très colorées, c'est agréable à lire en fait, on est pris direct dans l'histoire, et puis dans ses fouilles en fait, moi aussi j'étais prise dedans, je voulais, comme Amy, j'avais envie de découvrir quelque chose pour montrer à son père qu'elle avait réussi à trouver quelque chose pour faire avancer les fouilles. Et là bien entendu on part dans une aventure, mais aussi j'ai envie de vous dire une aventure au niveau des fouilles, tout ça, mais une aventure aussi avec de très belles valeurs. Je ne vous dirai pas lesquelles car ce serait du spoil, surtout sur une BD, c'est court, vous savez. Et j'ai envie de vous laisser découvrir ça, mais franchement c'était vraiment très beau comme c'était fait, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et vraiment, Amy, elle va vivre des aventures qui sont incroyables. Et il y a des moments quand même un peu de rôle là-dedans. C'est vraiment bien fait, il y a de l'humour, des bons moments, on voit la complicité entre son père et Amy. Et Amy aussi tout du long elle va se faire des amis, donc c'est vraiment agréable, c'est une bonne lecture, j'ai passé un bon moment, c'était vraiment plaisant. Et ce que j'ai beaucoup aimé à la fin c'est le carnet de bord d'Amy où c'est que on va dire que c'est comme si elle tenait un petit cahier qu'elle remplissait au fur et à mesure de ses aventures et on en apprend plus sur la jungle du Honduras, mais également sur la civilisation maya, ces choses-là, et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et ça m'a beaucoup plu. Donc vraiment j'ai passé un super voyage avec Amy et j'ai qu'une hâte, c'est de voir la suite de ses aventures. J'ai également lu Gardien des cités perdues, le tome 5 projet Polaris de Shannon Messenger aux éditions Lumen. Voilà la couverture. Et là je vous fais juste un bref résumé du tome 1. On suit Sophie qui n'est pas comme les autres déjà, elle est surdouée. Et en plus elle entend sans cesse les pensées des gens. Elle croit qu'elle est folle. Et un jour, lors d'une visite dans un musée, elle va rencontrer un jeune homme qui va lui apprendre qu'elle n'est pas humaine justement. C'est une elfe qui a été enlevée de son peuple et qui justement il propose de lui faire découvrir d'où elle vient. Et là, Sophie, pardon, qu'est-ce que je dis Amy? C'est à cause de... J'ai encore la tête dans ce que je vous parlais avant. Mais Sophie, elle va découvrir donc cet univers et bah, justement ainsi que les pouvoirs qu'ont les elfes, tout ça, et les menaces qui pèsent sur ce peuple. Mais Sophie, du coup, elle va partir là-bas, et elle va intégrer une école de magie qui se nomme Foxfire. Voilà, pour le bref résumé du tome 1. Donc ici, sur ce tome, j'ai mis la note de 7 sur 10. Alors, les autres tomes, ça, si je me rappelle bien, ça a tous été des coups de cœur, celui-ci, pas. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, j'ai trouvé l'histoire prenante, c'est un plaisir de retrouver Sophie et ses différents amis dans ses aventures. Et il y a toujours des révélations à petite dose au fur et à mesure de l'histoire, ainsi que de nouvelles menaces qui viennent peser sur la tête et les épaules de Sophie. La plume elle est simple et fluide, donc vraiment c'est agréable, j'ai passé un super moment. Et le dénouement final est captivant et surtout se termine sur un cliffhanger comme chaque tome de Gardien des Cités Perdues à peu près. Mais ce qui va se perdre des points, celui-ci, parce que je vais pas rentrer trop dans les détails, on est comme sur un tome 5, je peux pas vous spoiler, donc je reste assez vraiment sur les principales. Mais ce qui a fait perdre des points, je dirais, à ce tome, c'est que j'ai trouvé que le début était prenant. Pareil pour le dénouement final, mais au milieu, en fait, j'ai trouvé des longueurs. Et moi, j'ai eu l'impression un peu de tourner en rond, en fait, que Sophie, tout ça, ses amis, tout ça, ils tournaient en rond, qu'il se passait pas grand-chose. Et c'est pour ça, du coup, que j'ai retiré des points, parce que ça m'a jamais fait ça dans le Gardien des Cités Perdues, mais là, tout le milieu, je me suis dit, ouais, ok, ils font ça, mais... Et après, je me suis dit, il y a un truc qui va relancer, ou bien qui va repartir sur autre chose, non. Et c'est juste qu'il a fallu attendre vers la fin pour il se repasse des choses. Et je me suis dit, c'est dommage, quoi. Du coup, c'est pas le tome que j'ai préféré, mais j'ai quand même hâte de découvrir la suite et ce qui va se passer dans les prochains tomes. Après, je me dis que c'est peut-être ce tome-ci qui était comme ça, que ça se passait, voilà, qui a ses longueurs, et peut-être que par la suite ça va être captivant et que je vais pas voir les tomes passer. C'était peut-être le tome j'étais peut-être le moins réceptive aussi, je sais pas, mais celui-ci, oui, c'est le milieu qui m'a moins plu, donc... mais je suis toujours aussi fan de l'univers de Gardien des Cités Perdues et je veux connaître le fin mot de cette histoire, donc je vais continuer la saga. Voilà, donc Gardien des Cités Perdues, si vous aimez tout ce qui est fantastique et que vous avez envie de vivre des aventures, je ne peux que vous recommander cette saga.
Et ma dernière lecture du mois, ça aurait été Adorable Démon de Michel Lam aux éditions Jungle. Donc je mets la couverture ici car c'est un livre que j'ai lu en numérique et je remercie encore la maison d'édition pour l'envoi de ce service presse. Ici c'est une lecture que j'ai mis 8 sur 10. Donc pour le bref résumé, on suit Mesh qui est une jeune fille, une jeune démon qui aime tout ce qui est mignon, qui adore les fées, regarde une série télévisée où il y a des fées dedans et qui aime tout ce qui est mignon alors qu'elle ne devrait pas, elle n'est pas comme les autres. Et du coup quand elle va à l'école ça se fait ressentir, on essaye de la remettre à sa place et d'y dire mais non les démons c'est pas fait pour ça. Et un jour un malheur va frapper la cité des démons et Mesh elle va partir dans la cité des fées pour essayer de trouver de l'aide. Et là elle va se rendre compte que tout n'est pas comme ce qu'elle voyait à travers sa télévision. Donc déjà on est sur une BD qui est toute mignonne. J'ai vraiment trouvé ça sympathique la manière dont c'était fait avec une protagoniste qui est différente et qui aime tout ce qui est mignon. Donc vraiment j'ai trouvé ce Mesh, elle est toute mignonne, elle est adorable, elle aime tout ce qui est mignon, elle ne veut pas... elle n'aime pas voir... oui, les autres ils aiment voir des créatures un peu des créatures répugnantes. J'ai envie de vous dire, bah elle c'est pas son cas. Et j'ai beaucoup aimé cet univers un peu fantastique qui nous est proposé avec les différentes créatures, les fées, les démons, tout ça c'est vraiment sympa. Mais il y a également d'autres créatures fantastiques dont une que j'ai particulièrement aimée, mais je ne vous dis pas laquelle car je vous laisse la découvrir en lisant la BD. Les illustrations aussi sont sublimes et colorées, franchement c'est un plaisir à lire. Et on est dans une aventure qui est simple mais qui aborde le thème de l'acceptation de soi, déjà parce qu'au fil de l'aventure, Mesh, elle va apprendre à s'accepter comme telle qu'elle est, parce que au départ, Mesh, elle dit « je ne veux pas être un démon ». Et suite à tout ce qui va se passer, elle va s'accepter telle qu'elle est, et ça c'est très beau comme c'est fait. Et aussi, on va aborder le thème de l'acceptation des autres malgré leurs différences, et ça aussi c'est très bien fait, et j'ai trouvé ça très sympa. Et du coup j'ai mis 8 sur 10 en fait parce que c'est une aventure qui est simple, voilà, c'est très jeunesse mais c'est sympathique. J'ai passé un bon moment avec Mesh et les gens qu'elle va découvrir, ainsi que les alliés qu'elle va se faire, donc certains malgré elle j'ai envie de dire. Mais c'était une lecture vraiment sympa, comme je vous dis, qui aborde de belles valeurs. Moi en tout cas ça m'a plu. Et juste ce que j'ai trouvé dommage c'est qu'à la fin en fait, moi je pensais que c'était un one shot. Parce que je crois qu'il y a noté nulle part tome 1 en tout cas. Et en fait, voilà, pour la fois c'est un tome 1 et il y aura une suite. Donc du coup, en fait, même si c'est un tome 1, je m'attendais à avoir peut-être plus d'infos sur la fin, sur ce qui était arrivé, qui avait déclenché en fait ce qui s'était passé chez les démons. Et là, on l'aborde très brièvement, mais je pensais avoir plus de réponses que ça et j'étais peut-être déçue sur ce point, c'est pour ça que j'ai enlevé quelques points. Et comme je vous dis, moi je pensais être sur un one shot à toute la résolution, mais c'est pas le cas. Donc d'un certain côté c'est bien, parce que j'aurai une suite avec Mesh et ses amis. Mais de l'autre, c'est vrai que je reste sur ma faim sur certains éléments et je pense qu'on aurait pu nous en dire un peu plus quand même. Voilà. Du coup pour cette lecture, et si vous voulez une lecture, comme je vous dis, une BD toute mignonne, jeunesse, qui passe bien, je vous la recommande à 100%. Moi j'ai passé un agréable moment et vraiment je lirai la suite. Et voilà, j'arrive au bout de ce point lecture, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu durant ce mois, si vous avez des coups de cœur, des déceptions. Et si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, eh bien mettez-moi un emoji. On va mettre un emoji avec mon coup de cœur. Mettez-moi un emoji loup pour rappeler Vivo. Voilà, si vous êtes trop timide et que vous voulez juste me dire que vous avez regardé jusqu'ici, mettez l'emoji loup dans cette vidéo. Et sinon, comme d'habitude, pour le mois de mai, je vais continuer, j'ai quelques services presse, j'ai encore un livre dans ma pile à lire du printemps, je vais essayer de continuer le jeu des gommes Mapal et je vais commencer, je pense, je sais pas si vous avez vu la vidéo mais elle est sortie il y a peu, je vais essayer de commencer le Flowers Book Challenge, voilà, au cas où je vous mets la vidéo dans le petit, je sais jamais quel côté c'est, mais voilà, j'aimerais essayer de réussir le Flowers Book Challenge et voilà, du coup ça me fera que j'ai assez de lecture pour mai, je pense. Sinon comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour me soutenir, activer la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos.
et surtout à vous abonner car ça fait toujours plaisir et ça me motive à vous proposer du nouveau contenu chaque semaine. Voilà, sur ce je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.